Le cycle découverte en terre chamane, donc je me suis dit, tiens, voilà quelque chose qui m'intéresse beaucoup sur le plan personnel, sur le plan clinique, mais évidemment aussi sur le plan du voyage. Donc j'ai parlé à Eric de cette idée, il était très très enthousiaste, et donc nous avons décidé très rapidement de mettre en place ce programme d'exploration. Parce que bien évidemment, vous l'avez compris, je ne suis absolument pas un expert du chamanisme. Il faut bien entendre que le cycle découverte en terre chamane est vraiment un cycle de découverte et d'exploration. J'essaie de confronter certaines théories à ce qui se passe sur le terrain un peu partout dans le monde. Et donc un peu pour assurer ma rationalité, mon cerveau gauche, j'ai décidé d'utiliser 2 livres pour planter le décor et planter le cadre de ces voyages. Ce sont des livres que je conseille aux participants de lire. Donc le premier, c'est l'anthologie du chamanisme, et le deuxième, c'est un dialogue entre un chaman et un psychiatre, Olivier Chambon et Laurent Belite, qui vont nous servir de repères et aussi qui vont permettre de partir avec un ensemble de questions. Alors tout d'abord, c'est quoi un chaman? À la suite de ces 2 lectures, ce que j'en ai retiré comme information, c'est que c'est d'abord un médecin de l'esprit et du corps, qui a la particularité, et là c'est déjà un peu troublant pour nous les Occidentaux, de travailler avec les esprits. Ça c'est un peu curieux. Là où c'est un peu plus facile pour moi, c'est dans des états et des niveaux de conscience modifiés. Un niveau de conscience modifié, c'est quoi? C'est le niveau de l'hypnose, c'est le niveau de la sophrologie, c'est le niveau de la méditation. Alors il voyage dans l'autre réalité, dans un espace et dans un temps qui est différent, qui est peut-être celui du rêve d'ailleurs, donc peut-être celui de l'inconscient. Et donc ils sont aussi définis comme étant les maîtres du chaos parce que le chaman a la capacité, lorsqu'il revient d'un voyage justement parfois chaotique où il a rencontré des choses très difficiles, de restructurer cette information, car le chaman voyage toujours pour quelqu'un. Et donc l'idée, c'est qu'il voyage peut-être dans les structures préverbales de l'esprit, dans l'originel de ce que moi j'appellerais son patient. Comment devient-on chaman? Est-ce qu'on le décide? Pas du tout. Le chaman, généralement, et ça m'amuse beaucoup par rapport aux gens qui dans le monde occidental maintenant veulent devenir chaman, généralement le chaman c'est quelqu'un qui est appelé. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement quelque chose d'agréable, c'est même souvent vécu comme une malédiction, aussi bien par l'individu que par sa famille. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un chaman, pour devenir chaman, il doit d'abord être foudroyé. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que le chaman, généralement, passe par une crise très violente, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, ce qu'on peut appeler une maladie. Mais il a une chance, alors qu'il serait peut-être envoyé à l'asile psychiatrique, dans les sociétés chamaniques, il est accepté parce qu'il est potentiellement une ressource s'il met justement cette pathologie au travail avec d'autres chamans, mais ça je pense que Marc Callot en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure, eh bien la société va accepter cette folie et en faire une ressource. Donc le chaman est un guérisseur qui était lui-même blessé. Et je trouve ça fort intéressant par rapport à la façon en tout cas dont je vis la psychanalyse, c'est que je vois une analogie tout à fait flagrante avec le milieu de la psychanalyse, puisqu'un psychanalyste qu'on fait, dans le meilleur des cas, c'est un ancien névrosé qui est plus ou moins bien soigné. Alors, le chaman travaille avec des esprits. Là, je bute un peu, et je crois que Marc va nous en parler tout à l'heure. Le monde des esprits est très présent en Mongolie. C'est quoi un esprit? Est-ce que c'est une entité qui vient d'un autre monde, d'une autre réalité? Ça pose évidemment la question de que se passe-t-il après la mort? Que reste-t-il de notre âme ou pas après la mort? Est-ce que c'est un champ énergétique? Est-ce que c'est un symbole? Est-ce que ce sont des symboles, des archétypes? Voilà tout un ensemble de questions avec lesquelles nous partons en exploration. Dans le monde chamanique, un repérage de ce qu'on appelle la cosmologie universelle, c'est la façon dont les différentes civilisations chamaniques se représentent du monde. Et bien là, par contre, on a une représentation universelle des 3 mondes. Tout d'abord, le monde du haut, qui est celui des esprits alliés, qui sont des esprits qui sont libérés de l'espace et du temps, auxquels le chaman va faire appel et se faire guider pour aider les personnes qu'il va essayer de soigner. Le monde du milieu, c'est celui dans lequel nous vivons, c'est le monde du matérialisme, où là aussi il y a des esprits, mais là ce sont des esprits avec lesquels il faut pactiser, avec lesquels il faut négocier, auxquels il faut faire des offrandes. Et enfin, le monde du bas, c'est le monde des racines, c'est le monde de la nature, c'est le monde tellurique, c'est le monde des animaux qui vont accompagner ce qu'on appelle les animaux de pouvoir, là où le chaman va trouver des appuis pour partir dans son voyage, qui peut être difficile, douloureux, dangereux. Et donc, c'est le monde du bas.
Notez que cette représentation en 3 étages, on la retrouve dans le christianisme, avec l'enfer et le paradis, le monde dans lequel nous vivons. Alors la mission du chaman, sa mission thérapeutique, là j'aime bien cette éthique en fait, parce que c'est une éthique qui respecte le patient. C'est tout simplement de l'aider à retrouver son intégrité, sa liberté, son autonomie, afin que le patient puisse réexploiter tout son potentiel, tant physique qu'émotionnel, que mental et spirituel. Donc là, c'est une éthique thérapeutique qui me convient très très bien. Alors, cette modification du niveau de conscience est bien en fonction des lieux, des cultures. Elle va passer par différents supports, comme le tambour, comme des substances hallucinogènes, ça peut être le chant, ça peut être la danse, mais ça peut être la chaleur. Ce que nous avons d'ailleurs pu expérimenter au Québec lors d'un rituel de lutte de sudation, eh bien, ce qui, en principe, amène des niveaux de conscience modifiés. Là, au Québec, c'est le tambour et la chaleur. Alors, le chef indien dont parlait tout à l'heure, Dominique, dont parlait Eric tout à l'heure, insiste beaucoup, il ne veut absolument pas se faire appeler chaman. Pour lui, chaman, c'est sorcier, lui préfère se faire appeler médecine. Et en fait, la différence avec un chaman et un sorcier, on peut, je crois, pour la synthétiser simplement, c'est de dire que c'est l'intention. L'intention du chaman est essentielle. Il va à la rencontre des esprits pour aider son patient, pour se faire aider par les esprits, mais ce qui est surtout important, c'est qu'il doit rester dans l'ordre des choses. Il doit rester dans l'ordre de l'univers, il ne peut pas demander ou exiger quelque chose qui ne soit pas dans cet ordre. Et donc on peut dire qu'il navigue dans l'énergie du Tao. Quelles sont les causes de la maladie? Eh bien, tout d'abord, globalement, c'est une perte d'intégrité énergétique. Et 2 éléments sont repérés dans cette littérature dont je vous ai parlé, c'est que le traumatisme va expulser quelque chose, va expulser une partie de l'âme, et qu'à la place de cette partie de l'âme qui est expulsée, eh bien, quelque chose va prendre la place. Ça peut être la solitude, ça peut être une dépression, ça peut être une dépendance. Et donc l'acte thérapeutique va être très simple en fait. Hein, c'est que puisque quelque chose a été expulsé, eh bien, on va essayer de remettre quelque chose à la place. Hein, d'abord on va enlever le mauvais, donc le premier acte thérapeutique du chaman c'est l'extraction, c'est enlever quelque chose qui est entré par effraction à la place de ce morceau d'âme qui a été évacué lors du traumatisme. Et donc le recouvrement, c'est de remettre cette part d'âme perdue. Voilà les 2 actes thérapeutiques que le chaman va effectuer avec l'aide des esprits lors de son voyage. Donc très rapidement, quelques mots sur le voyage qui vient de se dérouler au Québec. Donc je vous présente Dominique Rankin, qui est en fait le dernier descendant des chefs spirituels algonquins, qui a reçu donc son enseignement justement par une transmission intergénérationnelle, donc par la parole de génération en génération. Alors Dominique a comme compagne une dame qui s'appelle Marie-Josée Tardif et qui est journaliste, qui était journaliste à la télévision québécoise et qui l'a aidé donc à écrire ce livre On nous appelait des sauvages. Alors Dominique est très très impliqué dans la réhabilitation de la culture algonquine qui en fait a subi une violence absolument extraordinaire de la part des Blancs et lui-même Dominique est une victime. C'est-à-dire que dans son enfance, vers l'âge de 7 ans, il était enlevé à ses parents par les institutions canadiennes et installé dans des pensionnats. Et donc c'est ce qu'on appelle l'affaire des pensionnats au Québec. Et donc la plupart de ces enfants, c'est absolument terrible, mais beaucoup ont subi des agressions sexuelles, des viols. Et donc c'est une population maintenant entre 50 et 70 ans de personnes qui sont en extrême souffrance psychologique. Et donc Dominique essaie de ramener les rites et rituels traditionnels pour revivifier en quelque sorte cette nation qui est en très très mauvais état sur le plan psychologique, sur le plan physique. Beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de drogue, beaucoup de diabète. Et donc c'est un peu tous ces outils que nous avons pu découvrir pendant ce voyage. Alors ça s'est déroulé donc dans la région, dans la réserve du chef qui s'appelle Picogan, donc environ 700 ou 800 km au nord de Montréal. Et donc le voyage, pour être très très bref, nous avons d'abord reçu un premier enseignement
dans la région de Val-de-Lac, qui se situe à 1 heure de route environ au nord près du Mont-Tremblant, au nord de Montréal. Et donc, après nous être initiés à l'utilisation des canoës, nous sommes partis en liaison pour rejoindre une rivière, donc la rivière Aricana, qui est en fait une rivière qui s'articule à la baie James, qui elle-même est articulée à la baie Hudson. Et donc, c'est le territoire ancestral des Indiens algonquins, qui avait pour particularité d'être des nomades qui se déplaçaient en canoë, vu que la densité de la forêt est telle qu'il est très très difficile de s'y déplacer autrement. Et donc, notre moyen de transport pendant ce voyage, ce qui était absolument une découverte fabuleuse en ce qui nous concerne, était le canoë. Et nous avons établi donc un camp de base au bord de cette merveilleuse rivière, où nous avons pu vivre accompagnés par le chef et par quelques assistants, et apprendre à, je ne dirais pas survivre, mais apprendre à vivre en forêt, en apprenant à faire du feu sous la pluie, en construisant des abris traditionnels que vous pouvez voir ici, donc abris traditionnels qui se trouvent à cet endroit avec un réflecteur, un feu entre les deux qui va amener la chaleur à l'intérieur du réflecteur. Nous avons pu aussi pêcher, poser des collets, et donc par rapport à la pêche, découvrir tout ce rapport des Algonquins et de la philosophie amérindienne, tout ce rapport extraordinaire au respect de la nature. Mais ce qui était peut-être le plus important, c'est ceci. Je vous ai dit tout à l'heure que nous utilisions en psychanalyse transgénérationnelle plusieurs outils, donc notamment le génosociogramme et ses lignes du temps synchronisées. Et parfois, la prise de conscience, le fait de se rendre compte ne suffit pas. Et donc, il est nécessaire parfois de faire comprendre le changement à notre inconscient. Alors, vous savez que votre inconscient ne s'adresse pas à vous en clair. Lorsque vous faites un rêve, eh bien, le rêve ne vient pas vous dire, ne vous donne pas un message du genre, tiens, tu devrais faire ceci, ou tu ne devrais pas faire ceci, ou voilà ce qui se passe. C'est pas du tout comme ça, c'est de façon symbolique ou de façon métaphorique que ça se déroule. Et donc, ce que propose un auteur comment dirais-je, un écrivain et dessinateur, Alessandro Jodorowsky, c'est de s'adresser à l'inconscient de la même façon qu'il s'adresse à nous, c'est-à-dire de façon métaphorique, en posant des actes, en ayant des sensations, de telle façon que nous puissions installer une guérison lorsque nous avons compris certaines choses, notamment par rapport au traumatisme ancestral. Nous avons pratiqué au Québec un rituel qui s'appelle le matato. Alors le matato, c'est une huile de sudation que vous pouvez voir là, qui va permettre donc à l'intérieur de laquelle un trou est creusé, et sur un feu sacré, des pierres vont être chauffées au rouge. Ces pierres représentent les ancêtres, ce qu'ils appellent les koupouilles et les mouchous. Et donc, dans un noir absolu, un rituel qui va être accompagné par les battements du tambour qui ont exactement le même rythme que le battement du cœur d'une mère, nous allons nous trouver dans un pôle féminin qui est un utérus, où différents rituels vont être organisés dans les 4 directions.